introduction, bonjour à tous. Je dois rendre hommage à David et à Jean-Marie et à Charles-Henri d'avoir, en plein confinement, décidé de sortir des livres parce qu'il fallait mobiliser les gens, parce que c'était beaucoup de travail. Et donc, ils m'ont fait gentiment confiance aux éditions SK. Alors, voilà, c'était juste une introduction pour dire un peu le contexte, mais Jean-Marie va vous en dire plus. David et Charles-Henri également. Je passe la parole à David, qui a été quand même le chef d'orchestre dans cette opération. Merci beaucoup Serge, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai la chance d'ouvrir ce temps d'échange et de présentation avec Jean-Marie Peretti. Euh, donc, pourquoi ces deux livres? Comment ces deux livres? Revenons au 15 mars, revenons à la mi-mars. Donc mi-mars, nous sommes plongés dans un confinement avec un mélange un tout petit peu de, comment dirais-je, il y a un petit côté ça va pas durer, puis il y a un petit côté grave aussi. Donc du coup, nous, dans le cadre des deux chaires que nous dirigeons avec Jean-Marie Peretti à l'ESSEC, la chaire changement et la chaire innovation managériale, dont un certain nombre de partenaires sont présents, j'ai vu là dans les invités, dans les participants. Je sais que Philippe Clogenson, qui est là, donc, a œuvré sur le fait que Renault soit partenaire de la chaire Innovation Managériale et était membre fondateur de la chaire Innovation Managériale. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais globalement, avec les partenaires des deux chaires, Jean-Marie et Charles-Henri Bessard-Desorgues, on s'est dit, mais que pouvons-nous faire, nous? Donc, nous ne sommes pas producteurs de masques, parce que c'était quand même à l'époque une demande forte. Nous ne sommes pas producteurs de solutions hydroalcooliques. Nous avons décidé de ne pas sacrifier notre cave donc pour faire des solutions hydroalcooliques. Donc, on s'est dit, que pouvons-nous faire? Et nous, on s'est dit, ce qu'on sait faire en tant que prof, c'est produire, moi j'ai toujours du savoir utile, utilisable et utilisé par les organisations. Donc, on a créé un groupe de travail avec les entreprises partenaires de la chaire et d'autres qui se sont greffés, et de se dire, mais finalement, on va déjà réfléchir un tout petit peu sur un premier objectif qui a donné le premier livre, qui s'appelle donc Changement de crise, sur le vécu, dirais-je, de la crise Covid-19 par les entreprises. C'est-à-dire, quel est le vécu, l'impact, le vécu. Donc, ça a été le premier ouvrage qui est sorti donc en juin. Donc, ça veut dire on s'est mis tout de suite en situation de réflexion, de formalisation. Je remercie parce que tous les co-auteurs qui ont participé donc à cet ouvrage-là et toutes les entreprises qui ont participé, qui ont témoigné aux deux ouvrages. Donc, je tiens à les remercier. Et donc là, on s'est dit, on va réfléchir et premier enseignement, mais qui est intéressant sur nos sociétés, de se dire, on produit ce savoir, mais il faut le publier rapidement. Donc, alors moi, j'avais jamais eu l'occasion de publier aux éditions SK, et donc j'ai découvert une maison d'édition formidable. J'ai trouvé quelqu'un réactif en la personne de Serge qui m'a dit « Ok, banco, on y va ». D'autres maisons d'édition mentionnant qu'il fallait faire une note de publication, d'édition, que l'on verra, qu'il fallait le comité, machin. Non, mais c'est intéressant dans nos gouvernances aussi aujourd'hui, comment on plaque, dirais-je, des systèmes de gouvernance et de fonctionnement anciens sur des réalités nouvelles. Et merci à toi, Serge, d'avoir dit « Ok, banco, on y va, on fonce ». Ces ouvrages-là, il faut les produire tout de suite pour qu'ils soient utiles, utilisables et utilisés par les organisations. Donc, je tenais à te le dire. Jean-Marie et Charles-Henri, donc nous avons travaillé rapidement, effectivement, avec les organisations, mais ça a permis ça. Mais c'est intéressant dans nos sociétés, non seulement, je tiens à le dire aussi, mais très vite, tu as permis, on a fait en sorte que le livre soit sous format électronique pour qu'on puisse le diffuser rapidement, déjà aux parties prenantes, à toutes les entreprises qui avaient participé à cela, et aussi à un certain nombre d'acteurs qui en avaient besoin, donc à la fois sur le format et sur le processus de production en tant que tel. Cette présentation, donc je vais mentionner deux, trois petits points, moi, donc sur l'aspect, dirais-je, vécu et réponse à cela. Jean-Marie parlera donc de la RH, l'impact sur les RH, et Charles-Henri nous mentionnera donc avec sa verve
son talent et sa pugnacité, les limites de certaines dérives aussi, auxquelles on assiste aujourd'hui dans ces logiques monde d'après, monde d'avant. Moi, je vais revenir effectivement sur quelques notions clés, hein, qui nous paraissent être, et puis aujourd'hui, ce vers quoi on tend. Alors, je vous annonce aussi, hein, la sortie d'un 3e livre. Non, Serge va me regarder comme ça. Parce qu'il y a changement de crise sur le vécu, trajectoire de crise sur comment les entreprises s'adaptent. Et là, on travaille avec un groupe sur le travail distanciel et les organisations hybrides. Et donc, avec l'idée de faire un ouvrage le plus rapidement possible sur cette thématique-là. Voilà, donc, mais ça, on reviendra vers vous dès que ça sera, entre guillemets, sous presse, hein, comme on dit, c'est ça? Très important. Premier point, donc je vais partager un tout petit peu aussi avec vous mon écran, 2-3 petites choses. Je ne sais pas si tout le monde le voit effectivement. Aujourd'hui, dans le changement de crise, on s'est aperçu que finalement, les organisations, les collaborateurs manifestaient 3 types de besoins clés auxquels le management et l'organisation devaient répondre. Alors, on a tous en tête, hein, il y a beaucoup d'experts RH là, parmi les participants, on a tous en tête dans la théorie de la motivation Maslow, hein, vous savez, cette pyramide. Hein. Alors moi, je dis toujours, hein, pour ceux qui me connaissent, je rêve d'avoir la notoriété de Maslow parce qu'il n'a pas vraiment produit de livre, Maslow. Il a fait un petit dessin dans un coin, c'est dans tout le mouvement de l'école des relations humaines, mais comme quoi, à des moments donnés, un petit dessin vaut mieux qu'un long texte. Hein, donc, en management, on voit ce qui reste et ce qui a un impact. Maslow dit de manière assez simple, il dit finalement les individus ont des besoins. Alors il y a les 5 niveaux de besoins, et puis surtout avec le premier qui a un niveau de survie et l'autre des besoins de socialisation. Je le fais de manière assez schématique, ce n'est pas l'objectif ici. Et puis de dire finalement si l'organisation rétribue la personne pour qu'elle puisse satisfaire ses besoins, elle est motivée. Alors après, je laisserai Jean-Marie rebondir sur ces notions-là. Là, on a vu qu'on avait des besoins en situation de crise, qui étaient un tout petit peu différents. Et là, on regarde un peu les travaux d'un auteur nord-américain qui s'appelle Carl Emanuel Weil, qui dit finalement un individu va rentrer dans des boucles d'engagement. Intéressant, cette boucle d'engagement ou de motivation intrinsèque. Ces boucles d'engagement, et il va rentrer dans des boucles d'engagement si on répond à 3 types de besoins. Premier type de besoin, c'est le besoin de sécurité. Effectivement, en situation de crise sanitaire, comment l'organisation assure des éléments de sécurité, dirais-je, sanitaire. Ça paraît le premier niveau. Mais pas que. Comment l'organisation répond à mon besoin de sécurité psychologique, comment l'organisation répond à mon besoin de sécurité aussi, quasi contractuelle aussi, parce que dans le 2e ouvrage qu'on a écrit, qui s'appelle Trajectoire de crise, on dit qu'il y a une crise sanitaire qui est liée donc à la crise Covid-19, mais crise économique, crise sociale. On voit bien que tout ça est un peu mêlé et que finalement, cette situation risque de perdurer avec des formes, dirais-je, avec des formes qui vont muter. Donc, ce besoin de sécurité et comment moi, manager, comment l'organisation répond à cela, à ces différents niveaux de sécurité. On sait aujourd'hui, les stats le sortent, que 20%, dirais-je, des Français présenteraient des signes, dirais-je, de détresse psychologique. Alors, je ne sais pas, et on l'a vu aussi dans les organisations, hein, qu'il y avait effectivement des personnes qui n'étaient pas bien, pour des raisons, dirais-je, liées à l'activité, liées au mode de travail, liées à l'environnement anxiogène, etc. Deuxième besoin, le besoin d'avenir. Le besoin d'avenir, là, c'est relativement important. La projection. Alors, on sait, hein, cette projection. Une entreprise existe non pas parce qu'elle est, mais ce qu'elle prétend être, à partir de ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le mouvement. Alors, il y a des courants, dirais-je, théoriques. Hein. L'organizational development ou la dynamique organisationnelle dit finalement, c'est une sorte de dynamique qui se fait. Et donc, le but d'un collectif, c'est d'être en dynamique. Et donc là, le besoin d'avenir, c'est intéressant parce que moi, on a discuté avec un certain nombre de managers qui disaient, mais je ne pouvais pas communiquer à mes collaborateurs ce qui allait se faire parce que moi, je ne le savais pas. Mais je pense qu'on était tous comme ça. Hein. Personne, dirais-je, allez, deuxième quinzaine de mars, première quinzaine d'avril,
on n'avait quand même pas beaucoup d'éléments de visibilité. Sauf que ça pose la question du manager, de l'organisation et de la relation entre, dirais-je, les acteurs structurants du collectif. C'est-à-dire, je pense qu'on va aller vers ça. Compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui, voilà les étapes vers lesquelles on va aller. Donc, cette notion de désir et de besoin, plutôt besoin d'avenir était relativement important, avec, en mentionnant les limites, hein, en n'étant pas à très long terme, mais au moins de donner des échéances, voir les perspectives qui pouvaient se faire. Donc ça, c'était quand même relativement important. Dernier élément en termes de besoins, hein, c'est les 3 types de besoins qu'on retrouve dans la littérature chez Beck, le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, là, avec plusieurs éléments, entre les premières lignes, les deuxièmes lignes, et Jean-Marie Peretti, qui est un spécialiste de la théorie de la justice sociale, la notion d'équité, d'inéquité. Donc, et là, c'est quand même des éléments qui, pour éviter toute fragmentation du corps social, alors on peut même avoir cette analyse à un niveau micro ou macro d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, du coup, là, comment je reconnais les acteurs qui étaient en première ligne, comment je mentionne tous les acteurs qui se sont mis dans ces dynamiques, et comment aussi je vais gérer une reconnaissance par rapport à l'action, une reconnaissance de l'action individuelle par rapport au projet collectif, et en expliquant aussi les éléments, en expliquant ce qui se passe pour éviter des perceptions, dirais-je, de sentiments d'inéquité qui peuvent donner lieu à des notions de fragmentation du corps social. Donc ça, c'était déjà un premier point sur lequel je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, c'est 3 types de besoins que le management, l'organisation doit effectivement chercher, auxquels elle doit répondre. Deuxième message, hein, que je voulais partager avec vous, qu'on a plus mentionné dans trajectoire de crise cette fois-ci, le premier étant plutôt dans changement de crise. Comment on s'est adapté, quel retour, quel avenir? Aujourd'hui, je pense que le message, on a brisé le plafond de verre du travail distanciel. Donc ça, c'est quand même relativement important. Alors après, je ne vais pas tomber dans l'utopie en disant le monde d'après sera pas du tout le monde d'avant, c'est plus complexe que ça. Aujourd'hui, ce vers quoi nous tendons, c'est effectivement des modèles hybrides, avec des notions qui seront distancielles, présentielles, avec aussi une réflexion à avoir sur nos activités. Alors déjà, il y a des activités qui ne sont pas éligibles au distanciel. Donc ça, c'est quand même un élément. Donc, comme aime à le dire mon poissonnier, mon boucher ou mes commerçants de proximité, ils disent, mais moi, hein, à un moment donné, ça va être compliqué. Alors, je sais, vous allez me dire qu'on peut prendre des commandes, on peut livrer, etc. Mais il faut quand même qu'il aille dans son atelier faire un certain nombre de choses. Donc, il y a des activités. Nous, on a eu un très beau texte de Triskalia. Triskalia, c'est entre autres Dossi, qui mentionne que ils ont une partie, effectivement, en travail distanciel, mais il y avait une partie en usine où les gens ils venaient tous les jours pour fabriquer les boîtes de conserve. Donc, il y a bien une première réflexion sur l'éligibilité des activités. Donc ça, c'est un premier élément dans ce mode d'organisation hybride. Je vais revenir sur le contenu du slide qui est projeté. Deuxième élément qui me paraît relativement important aujourd'hui, c'est distanciel ou présentiel, mais quelle est l'attente des parties prenantes et des clients? Intéressant ça. Nous sommes en distanciel aujourd'hui en tant que prof. Nous réalisons des conférences, des séminaires, des cours, tout ça. Mais quand on interroge nos clients, quand on interroge les parties prenantes, ils nous disent, mais nous, on veut que vous reveniez, on veut vous voir, on veut discuter avec vous. C'est-à-dire que moi, la conférence que j'ai, c'est à peu près la même, hein, globalement, sur le fond. Alors après, la relation n'est pas du tout la même, je ne perçois pas les signaux faibles, je n'ai pas l'énergie du groupe, il y a plein de choses qui n'est pas là. Mais les parties prenantes et nos clients, entre guillemets, eux disent, mais nous, on ne veut pas. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que même si c'est faisable, en dirais-je techniquement, les parties prenantes attendent peut-être aussi autre chose. Donc, il y a et donc aujourd'hui, il y a ce que je vais appeler une réflexion sur ce qu'on va mettre en distanciel, en présentiel, les organisations après qu'on va mettre en œuvre et le management que l'on va mettre, dirais-je, qui va permettre ce fonctionnement-là. Petit retour dans l'ouvrage Trajectoire de crise et qui nous amène aussi sur les modes d'organisation futurs à mettre en œuvre. Premièrement, on a vu que le distanciel fonctionnait bien dans le run, mais peu dans le build.
Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire que le run, ce sont les activités récurrentes, connues, qu'on a l'habitude de faire. Et effectivement, aujourd'hui, à partir du moment où on a accès, on a des outils, dirais-je, informatiques qui nous permettent, alors des outils informatiques qui nous permettent d'avoir accès, dirais-je, aux data, aux données et aux programmes, aux transactions, on arrive à faire le run. Donc ça, c'est effectivement, ça pose pas de problème. Par contre, on a vu effectivement des difficultés dans le build, c'est-à-dire dans les nouveaux. Alors, il y a deux choses qu'on a vues, les nouveaux projets ou les projets déjà en cours. C'est-à-dire que les projets déjà en cours ont été mis un peu en stand-by du fait de l'urgence qu'il devait y avoir face à la gestion de la crise, mais aussi on a vu qu'ils avaient du mal à se déployer. Et les nouveaux projets, alors là par contre, c'était beaucoup plus compliqué que de lancer de nouveaux projets. Alors, je sais, certains me disent, mais nous, on avait déjà l'habitude de fonctionner avant comme ça. Oui, si vous aviez l'habitude, et après, est-ce que vous aviez déjà eu des temps présentiels entre vous, relativement importants? Parce qu'effectivement, dans un projet nouveau, ça nécessite de la créativité, ça nécessite la prise de risque, et tout ça, ça va nécessiter quand même une notion relativement importante dans tout collectif, c'est la confiance réciproque que les acteurs ont les uns avec les autres. Relativement important, ça. Et quand on ne connaît pas, bah, ce n'est pas simple, ça. Et ça naît, je dis toujours, la confiance, c'est un construit historique et social entre des individus. Ce qui veut dire que ça se fait dans le temps et ça se fait par des échanges. Et c'est parce qu'on a fonctionné ensemble, qu'on a vu que ça marchait, que globalement, on se fait confiance et qu'on a envie de proposer autre chose, qu'on a envie d'aller un peu plus loin. Et effectivement, on a ces relations interpersonnelles qui se font moins bien, créatrices de confiance, et puis aussi toute la perception des signaux faibles. Là, je vois Jean-Marie Peretti et Serge sur mon écran en vidéo. Donc, je ne vois pas tout le monde, donc je ne perçois pas peut-être que des fois, ce que je dis, bah, ça ne vous plaît pas, ça vous irrite, ça vous agace, ça vous intéresse. Et ces micros, dirais-je, ces signaux faibles me permettent, moi, entre guillemets, de voir ce que vous faites, de voir, dirais-je, votre perception, et aussi de m'adapter par rapport à ça. L'autre point clé aussi qu'on a vu, et ça, nous, on le voit beaucoup en animateur en distanciel, quand vous êtes aussi, il y a toute la relation énergétique du groupe. C'est-à-dire que quand vous vous animez, vous dépensez l'énergie, mais vous prenez l'énergie du groupe. C'est-à-dire quand vous voyez en face des personnes qui interagissent, qui comprennent, qu'on voit qu'il y a une relation qui se crée, bah ça vous donne l'énergie parce que l'animation, d'un point de vue physiologique, c'est fatigant. Donc ça, on a du mal à l'attraper. Donc, c'est signaux faibles. Donc, on voit bien, Run et Build, les difficultés que ça. Autre chose en lien avec ça, ce qu'on a vu, c'est aussi la notion de la réactivation sociale. Ça aussi, c'est important. On a vu que des fois, dans le run, ça s'essoufflait un tout petit peu, même dans le run, et qu'il y a besoin de la réactivation sociale. Ça veut dire… Alors, le travail managérial fait que les 3 types de besoins sont clés par rapport à ça. C'est-à-dire que vous connaissez tous ce dicton « loin des yeux, loin du cœur ». Bah, effectivement, si à un moment donné, on n'est pas dans le groupe, on n'échange pas avec le groupe, alors il y a un peu un éloignement qui se fait. Et l'éloignement, parfois, il est synonyme de moindre motivation. Alors, moindre motivation, ça ne serait peut-être pas le bon terme, mais moindre engagement. Quand on est ensemble, vous savez, il y a une sorte d'émulation collective qui se fait, et puis on essaie de développer des choses, et on avance, etc. Donc là, à des moments donnés, ça peut amener à, effectivement, et cette notion, ce qu'on appelle de réactivation du collectif, au moins toutes les 3 semaines, ce qui va donner quelques règles sur nos fonctionnements futurs en tant que tels. Il y a 3 syndromes qu'on a vus aussi dans ce mode de fonctionnement, dirais-je, confiné ou distanciel, entre guillemets. Le syndrome de la cabane, c'était les Espagnols qui avaient fait un premier article sur ça très tôt. Alors ça, c'est assez intéressant de dire, il y a des personnes qui ne veulent pas revenir au travail. Revenir au sens présentiel, attention du terme. Ce qui veut dire que les personnes ne veulent pas travailler. Il y a parfois, et là, on voit qu'il y a une forme de confort qui s'est installée. Alors, sous réserve quand même, d'avoir des configurations confortables pour être en distanciel. Quand je dis configuration confortable, le premier confinement, quand les personnes qui avaient des enfants en bas âge, c'était compliqué. Même avec un âge un peu plus, c'est aussi compliqué. Mais globalement, donc le confort, non seulement sur ces contraintes liées au premier confinement qui était avec la présence des enfants
et aussi l'encadrement des enfants par rapport aux cours à distance qu'ils pouvaient avoir. L'autre aussi, c'est d'avoir des environnements, effectivement, qui font qu'à un moment donné, vous avez la capacité de vous isoler, de pouvoir travailler tranquillement dans une pièce, etc. Eu égard au prix de l'immobilier dans les grandes villes, ce n'est pas toujours aisé de pouvoir dégager une pièce pour cela. Mais ce qui motivait, c'était effectivement, j'ai mentionné ces réserves-là, de dire on a un gain lié au transport. Alors ça, c'est intéressant, 48 minutes en France par jour, en moyenne, 1h28 en région parisienne. C'est quand même une sacrée économie. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, à Paris, on a gagné une journée de travail. Donc à la fin du mois, on a gagné 4 jours. À la fin de l'année, on a gagné 48 jours. Donc c'est quand même énorme, dites 48 jours, c'est quand même… Donc on a des gains qui se font et de dire aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas matière à… Et ce qui peut expliquer le fait qu'on peut aller vers cela. Syndrome Hikikomori, c'est assez connu au Japon. Le syndrome Hikikomori, c'est effectivement des personnes qui restent et par refus de la contrainte de la complexité des relations sociales. Bah oui, Sartre avait dit l'enfer, c'est les autres. Hein, donc, alors moi, il avait dit dans un certain sens. Hein, mais on peut aussi dire en même temps, le collectif, c'est source de richesse, d'enrichissement, d'identité, tout ce que l'on veut, mais c'est aussi, on a des individualités avec lesquelles on travaille. Il y a des effets, dirais-je, et on va devoir comprendre l'autre, on va devoir comprendre les mouvements de groupe, etc. Et ça, on le sait que le collectif a un coût, dirais-je, de socialisation. Et là, on a des personnes qui disent, tiens, c'est trop compliqué ce clash, je reste tranquille, au risque d'être, entre guillemets, sortir du groupe en tant que tel. L'autre syndrome qu'on a vu, alors là, c'est un peu l'inverse, c'est le syndrome de l'isolement. Des personnes qui disent, je veux absolument revenir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a interrogé un certain nombre d'organisations, les premiers qui voulaient revenir après la première phase de confinement, c'était plutôt des jeunes, geeks, mais qui étaient tout seuls et qui vivaient dans des petites surfaces dans les grandes villes. Et qui avaient peur, entre guillemets, de sortir du collectif. Moi, je n'aurais pas pensé que c'était ceux qui allaient les premiers vouloir revenir, dirais-je, dans les organisations. L'idée, c'est entre peur et envie de dire aujourd'hui, on a quelques éléments qui nous amènent vers ça. Je vais laisser après la parole à Jean-Marie. Aujourd'hui, donc, on a voulu faire ces deux ouvrages. Et surtout, on a voulu faire ces deux ouvrages avec les entreprises qui ont témoigné par rapport à cela. Pour à la fois comprendre ce phénomène-là, analyser comment les entreprises s'adaptaient, ce qu'elles mettaient en œuvre. Et aujourd'hui, on continue un peu cette trilogie avec le travail distanciel où on voit, on teste des choses. Aujourd'hui, de dire, il y a un travail hybride qui va se mettre, mais ça ne sera pas tout l'un ou tout l'autre. Il y a un temps aussi très local qui doit se faire, d'organisation de l'activité, de réflexion au plus près du terrain, dans des logiques de subsidiarité au sein des organisations. Et c'est le champ qu'on ouvre par rapport à ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin en lien avec ces deux premiers livres sur ces sujets, qui ont été, je pense, mais Serge le mentionnera, les deux premiers livres sur cette notion Covid-19 et management et entreprise. Donc, à être publiés, bien sûr. Après, ce n'est pas les seuls, mais être publiés. Voilà un petit peu sur ça, ce que je pouvais vous dire sur ces notions-là. Je crois aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, qu'on aura donc Guillaume Ancel qui a participé donc au livre et qui viendra nous parler de comment l'Agir Carco s'est adapté, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans un retour d'expérience. Je ne sais pas s'il est dans la liste parce que je ne l'ai pas là devant moi, la liste. Voilà. J'ai cité Philippe, il y a Patrick Benamar aussi de Renault aussi qui a participé, il y en a un certain nombre. Il y a Philippe Lee qui a dit, qui est coréen, qui a aussi fait un papier sur la gestion de la crise Covid dans les entreprises coréennes aussi en Corée, donc qui était intéressant. Donc on a essayé de mobiliser un parterre, dirais-je, de professeurs donc, qui étaient donc, internationaux. Je vois que Stéphanie Journeau donc, était en ligne, donc je la salue parce que je sais qu'elle a une dimension internationale sur toutes ces problématiques-là. Point important que je tenais à signaler, c'est que je remercie tous les co-auteurs de ce livre-là, et je remercie aussi Serge, c'est-à-dire que tous les droits d'auteur ont été versés à une association qui s'appelle Votre école chez vous, et c'est une école qui fait des cours à domicile pour les enfants handicapés et malades. Et donc, du coup, c'était aussi une manière pour nous, entre guillemets, d'aider des acteurs qui, eux,
continuer à aller, dirais-je, sur le terrain, faire un certain nombre de choses. Donc voilà, je tiens aussi à mentionner que ça a été, que tous les 3 auteurs ont été donnés à cette école, à cette association qui aide des enfants donc malades et handicapés. Donc voilà, c'était un élément aussi clé que je voulais mentionner. Jean-Marie, peut-être, et après, il y a Guillaume Ancel qui m'a dit, donc, qui est là avec nous. Jean-Marie, tu veux peut-être dire un petit mot sur les RH, Guillaume ensuite sur Agir Carco, et ensuite Charles-Henri sur effectivement ce qui se met en place dans les organisations avec intérêt et dérive, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Jean-Marie, je te laisse la parole. Avec plaisir. Donc, je voudrais aussi également remercier Serge pour nous avoir permis finalement de publier dès la fin juin le premier ouvrage. Et le fait d'avoir finalement une date aussi rapprochée a permis effectivement de fonctionner au niveau de l'ensemble des co-auteurs avec finalement un rythme soutenu, et c'était tout à fait passionnant. Merci. Merci bien sûr aussi à David d'avoir eu cette idée et l'énergie qu'il fallait pour mener à bien ce projet. Alors, moi, je voudrais simplement insister sur, au fond, la dimension, l'impact sur les ressources humaines de cette crise que nous avons vécue et surtout de ce que sera son rôle dans la période qui vient. Vous connaissez tous la théorie du 70-20-10. Cette théorie nous apprend que les compétences, on les acquiert à 10% par les formations traditionnelles, par 20% par le partage et 70% par les situations vécues. Et avec la crise, avec l'expérience vécue par et la fonction RH, et les collaborateurs, et les dirigeants, bien sûr, la crise a permis de développer de très nombreuses compétences, de révéler des talents. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est bien d'identifier ces compétences et de voir comment ces compétences durables vont permettre finalement de renforcer non seulement la résilience de l'organisation, mais également leur antifragilité et plus largement leur capacité finalement à remplir leur mission dans la durée. Alors, il est clair que la fonction ressources humaines pendant cette crise a joué pleinement son rôle de partenaire d'affaires. Elle a su effectivement assurer, en partenariat avec les directions opérationnelles et les directions, assurer la continuité de l'activité. Et pour permettre cette continuité de l'activité, elle a dû effectivement traiter à chaud un très grand nombre de dossiers. Elle a dû effectivement faire preuve de beaucoup de réactivité, pouvoir transformer au fond des contraintes gouvernementales qui apparaissent lors d'une conférence de presse du soir en action, en mesures prises dès le lendemain. Nous avons donc vécu ce moment où la fonction RH a été amenée à prendre en main un grand nombre de dossiers, à faire en sorte que toutes les nouvelles méthodes, toutes les nouvelles manières de travailler soient mises en œuvre, que la nouvelle organisation se développe, faire en sorte que finalement, très vite, on puisse s'adapter au nouveau cadre juridique. Le faire, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, s'apercevoir que ces changements étaient source, comme l'a rappelé tout à l'heure David, de fractures nouvelles, source d'iniquité, source effectivement de problèmes qu'il va falloir résoudre maintenant dans la durée. C'est les fractures qui vont apparaître dans l'organisation entre les premiers de corvée, ceux qui étaient sur le terrain et qui étaient sur le terrain dans des conditions très difficiles, et ceux qui ont pu bénéficier du télétravail. Au niveau des télétravailleurs, la fracture entre ceux qui avaient, comme on l'évoquait David tout à l'heure, ceux qui avaient les capacités de faire un télétravail dans des conditions très favorables, et sur ce plan-là, je n'ai pas trop eu à me plaindre, mais lorsque je regarde autour de moi, ne serait-ce que mes enfants, mes filles, qui avaient leurs enfants à la maison, qui avaient à la fois une forte pression pour les livrables, eh bien c'était beaucoup plus compliqué pour elles. Donc fracture également liée à l'impact en termes de précarité. Il y a ceux qui, dans la crise, sont révélés précaires, ceux dont l'emploi a été menacé, il y avait les précaires habituels et puis de nouveaux précaires. Et donc, ce problème, ce défi de comment finalement conserver de la cohésion, comment faire en sorte que le contrat psychologique entre l'entreprise et les collaborateurs soit un contrat qui continue, comment le faire, ça a été un défi. Donc, ce grand défi de la lutte contre les fractures qui sont apparues
avec, je dirais, cette prise de conscience à quel point la solidarité devenait un enjeu majeur. La solidarité entre l'entreprise et ses clients, entre l'entreprise et les fournisseurs. Très souvent, ces entreprises ont réussi à continuer à survivre et à continuer leur activité que parce que des solidarités sont apparues au niveau de la chaîne de création de valeur. Et puis, bien sûr, la solidarité dans l'entreprise. Ce que la crise a également révélé, c'est la capacité de coopération, la capacité que les collaborateurs avaient à apprendre. Vous savez que j'évoquais tout à l'heure le 70-20-10, il y a le 70%, c'est finalement les compétences qu'on acquiert dans les situations de travail, ce qu'on appelle aujourd'hui la FEST, la formation en situation de travail. Elle a permis effectivement à la fonction RH de développer ses compétences à un rythme accéléré et à tous les collaborateurs de le faire. On est tous, je dirais, tous les DRH vont tous dire la même chose, on a été, comment dirais-je, émerveillés par la capacité de la majorité de nos collaborateurs d'acquérir très vite les compétences qu'il fallait pour être à peu près à l'aise avec les nouveaux outils, pour trouver des solutions, pour imaginer, pour faire preuve de créativité dans ces contextes ô combien difficiles. Donc, les 70 a été particulièrement important. Le 20, là aussi, le partage. Pendant cette période, on a vu s'accélérer les communautés de pratique, les communautés d'apprentissage. On a vu combien, finalement, les collaborateurs s'entraidaient, combien, finalement, à travers le digital, il y avait cette capacité à partager les astuces, à échanger et faire en sorte, finalement, de s'aider. Cette solidarité au quotidien, cette solidarité peut-être encore plus forte dans cette situation de crise, mais c'est probablement vrai de toutes les situations de crise. Solidarité est probablement un des acquis qui resteront. Et puis, bien évidemment, il y a eu aussi, je dirais, ce problème, au fond, qu'évoquait David, de comment conserver l'équité. Comment conserver l'équité et comment la conserver dans la durée. Aujourd'hui, la fonction RH est confrontée à un problème. Est-ce qu'il faut revoir les grilles des salaires? Est-ce qu'avec la crise, on n'a pas découvert que les pesées de postes n'intégraient pas suffisamment l'utilité sociale du poste, que certains postes bien rémunérés, au fond, étaient superfétatoires, et que d'autres postes mal rémunérés, mal reconnus, étaient ceux sur lesquels reposait la continuité, la permanence d'organisation. Et donc ce besoin probablement de peser à nouveau les postes, de revaloriser un certain nombre de postes et de les revaloriser en fonction de ce qu'est l'utilité de leur poste. Il faut aussi probablement revoir les rémunérations. En 2021, le choc, les répercussions de la crise sur l'intéressement, la participation, la valeur même probablement des actions pour là où il y a des actionnaires salariés, les conséquences de la crise sur toutes les rémunérations indirectes sont des conséquences extrêmement graves et fortes. Comment y remédier? Comment rétribuer convenablement ceux qui, pendant la crise, ont eu une activité particulièrement forte, particulièrement difficile? Comment rétribuer convenablement les talents qui se sont révélés pendant la crise? Comment prendre en compte le développement de certaines compétences? Bref, comment répondre aussi aux besoins de reconnaissance très forts de ceux qui sont allés bien au-delà de leur poste pendant la crise, ceux qui ont fait preuve de ce que nous appelons la citoyenneté organisationnelle, cette capacité à donner beaucoup plus que ceux qui figurent sur sa fiche de poste, et ceux qui ont été, je dirais, qui ont fait en sorte de contribuer beaucoup plus fortement que ceux qui étaient simplement le respect de leur poste, de leur emploi, de leur fiche de poste, ceux qui ont donné beaucoup. Comment le reconnaître? Comment reconnaître aussi que la crise a permis de révéler des talents, que on a découvert chez certains collaborateurs des capacités d'innovation, des capacités de dynamisation. Donc là aussi, un chantier important. Et puis, troisième très grand chantier, pour la période qui vient, c'est tirer toutes les leçons concernant le télémanagement, le management à distance. Comment concilier la distance et la proximité? Comment être proche à distance? Comment savoir que finalement la proximité, ce n'est pas qu'un contexte physique, spatial? Depuis quelques années, on a repensé complètement les espaces de travail
les entreprises qui ont refait leurs sièges sociaux ont effectivement totalement transformé pour réduire la part consacrée à l'individuel et accroître les espaces consacrés au collaboratif. Aujourd'hui, les espaces collaboratifs, je dirais, lors des retours des collaborateurs dans les espaces de travail, sera essentiel. Je ne reviens pas dans l'entreprise pour m'installer isolé dans mon bureau individuel, si tant est que j'en ai encore un, ni même dans un bureau partagé, mais pour pouvoir échanger, pouvoir travailler, pour pouvoir finalement me nourrir avec les autres, pour pouvoir développer finalement ce 20% et le partage, grâce auquel, finalement, sans lequel le télétravail ne peut pas donner de bons résultats. Tout à l'heure, on évoquait le fait que le télétravail à plein temps n'était pas du tout ce qu'attendaient les collaborateurs, que la demande portait vraiment sur un télétravail de confort qui permet finalement d'être dans sa cabane, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais un télétravail qui n'exclut pas le fait de se retrouver dans l'espace de travail et d'avoir l'occasion dans cet espace de travail de pouvoir effectivement, comment dirais-je, stimuler sa créativité, stimuler tout ça. Avec ce qui est apparu très clairement aussi pendant la crise, l'importance de la confiance. La confiance que les salariés ont vis-à-vis de l'organisation, la confiance organisationnelle, la confiance vis-à-vis de sa hiérarchie, la confiance vis-à-vis de l'ensemble finalement de la direction, sa capacité à faire face aux crises de façon à peu près convenable. Et là aussi, bien évidemment, un des objectifs, c'est comment finalement, s'appuyant sur les connaissances que l'on a aujourd'hui des déterminants de la confiance, comment développer cette confiance organisationnelle dans une nouvelle organisation de travail. Comment permettre finalement de recréer la confiance entre le manager et le collaborateur, ce qui veut dire là aussi remettre à plat très souvent les contrats psychologiques, le contrat moral, le contrat qui lie l'entreprise, qui lie le salarié à son entreprise. Donc là aussi, un beau chantier parce que finalement le management devra, et on a découvert pendant la crise à quel point c'est important d'avoir un management plus personnel, un management plus inclusif, un manager qui connaisse davantage finalement le salarié dans finalement l'ensemble de son existence. Pas le salarié 8 heures par jour, mais le salarié plus largement. Cette volonté qui est très nette, c'est ce que on constate à travers un certain nombre d'enquêtes auprès des managers et surtout des collaborateurs, ce besoin d'un management davantage inclusif. Management à distance, je veux dire, surtout dès lors que le management à distance peut présenter des risques psychosociaux. Risques psychosociaux, et seule une dimension inclusive peut permettre de le lutter. Et tout ça, bien évidemment, s'inscrivant dans le contexte d'une importance accrue accordée à la raison d'être. C'est bien, je dirais, aujourd'hui, des entreprises qui ont mis en avant leur raison d'être, qui ont réussi à mobiliser davantage encore leurs collaborateurs pour continuer à assumer cette mission, cette raison d'être. Et un dernier point sur lequel je voudrais aussi souligner, c'est que, vous le savez, les entreprises présentent dans leurs documents annuels, dès qu'elles ont une certaine taille, leur matrice de matérialité. Et dans cette matrice de matérialité, il y a les risques, l'importance des risques, à la fois par rapport à toutes les parties prenantes et par rapport aux enjeux de l'organisation. Et à partir de ce croisement entre les enjeux de chacun des risques pour les parties prenantes et pour l'entreprise, on fait des priorités. Et là aussi, on constate que ces matrices de matérialité, à la lumière des conséquences de la crise, des conséquences sur le plan commercial, sur le plan de la chaîne d'approvisionnement, sur le plan de la sécurité, que sur tous ces plans-là, il faut revoir la matrice de matérialité, il faut identifier des risques, ou revaloriser l'importance de certains risques pour pouvoir y faire face convenablement. Un dernier point, je suis toujours très bavard, la crise a aussi montré l'importance qu'avait dans le champ de la fonction RH la dimension BEST, bien-être et santé au travail. Bien-être et santé au travail et bien évidemment le bien-être
au travail, ce n'est pas que au travail dans l'entreprise, c'est au travail aussi chez soi. Comment finalement veiller et au bien-être, peut-être même au bonheur au travail, mais surtout au bonheur par le travail, lorsqu'on est amené à travailler très largement avec ce syndrome qu'évoquait David tout à l'heure, le risque de l'isolement. Ce risque de l'isolement qui est, vous l'avez, David a rappelé, beaucoup plus fort chez les jeunes que chez les plus âgés. Au fond, cette peur de l'isolement chez ces jeunes pourtant qui sont toujours sur les réseaux sociaux est aussi un des constats de la crise, des premiers à vouloir revenir dans l'espace de travail, c'est bien sûr à leur niveau. Voilà donc quelques premières remarques pour relancer les échanges. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont déjà posées. En attendant, je vais peut-être répondre à une des premières questions posées, celle concernant la grille des salaires et effectivement les problèmes d'équité qui se posent, où on découvre aujourd'hui qu'il y a, on découvre aujourd'hui que finalement, il y a besoin de revaloriser. Alors, on a pensé bien sûr aux soignants, aux aidants, mais aussi plus largement à tous ceux dont le poste est absolument essentiel, mais trop longtemps ont été considérés comme des postes sous-valorisés. Alors, sur ce point-là, quels sont les problèmes que ça va poser? Bien évidemment, c'est de revoir dans les critères de pesée de poste, rajouter davantage un critère de utilité sociale du poste. Est-ce que le poste est utile? Ce qui revient d'ailleurs à s'interroger également sur le lien entre la pesée de poste et la raison d'être de l'entreprise. Vous savez que dans la loi Pacte, beaucoup d'entreprises ont choisi une raison d'être, que beaucoup d'entreprises ont décidé de la faire voter lors des assemblées générales, qui pour la plupart étaient des assemblées générales virtuelles. Et donc, ces assemblées ont adopté des raisons d'être. Et bien sûr, aujourd'hui, la valeur du poste dépendra plus largement de sa contribution à la raison d'être. Dans quelle mesure le poste s'inscrit-il bien par rapport à ce qu'est la mission de l'entreprise, ce qu'est sa raison d'être? Et clairement, on va voir réapparaître davantage ce concept même d'utilité sociale. Je vois également une question posée par Chenouf, la question sur les conséquences de la pandémie sur les recrutements, le fait que l'on ait remis ou gelé les embauches et qu'il y a eu. Alors, lorsqu'on regarde notamment les chiffres de l'intérim, on s'aperçoit qu'il y a eu un effondrement pendant le confinement, et puis après le confinement, il y a eu une reprise très rapide. Et vous savez que lorsque les chiffres de l'intérim augmentent vite, c'est bon signe, c'est un indicateur avancé. Malheureusement, le reconfinement fait que les données d'intérim, effectivement, semblent avoir, ces dernières semaines, également à nouveau fortement baissé. Or, l'intérim est aussi un indicateur. L'intérim, c'est aussi toute série d'emplois qui sont des emplois plus fragiles sur le plan conjoncturel, qui vont ou non apparaître. Pour l'instant, il est clair que certains métiers ont recruté fortement et continuent à recruter fortement parce que certaines activités se sont développées et continueront à un rythme de croisière peut-être moins soutenu avec des besoins, bien évidemment dans le domaine notamment de la logistique. Mais ce qui me paraît aussi net, c'est que après une période où le stop and go était très fort, notamment en ce qui concerne l'apprentissage, l'alternance, où les entreprises avaient, au cœur de la crise, très largement suspendu tout recrutement d'apprentis, tout recrutement d'alternants, les demandes d'apprentissage et d'alternance sont, me semble-t-il, d'après les chiffres qui avaient été publiés, repartis à la hausse, au point d'ailleurs de poser parfois des problèmes financiers aux organismes qui doivent les financer dans le contexte actuel. Donc, je crois que la crise a fait apparaître aussi l'importance d'avoir un capital humain suffisant et qu'on n'aura probablement pas
aussi nettement que dans les crises précédentes, un arrêt durable des recrutements, sauf pour les postes dont, comment dirais-je, l'utilité n'apparaîtra pas aussi forte aujourd'hui qu'elle avait pu être pendant le passé. Donc, la crise du Covid sur la rémunération, là aussi, c'est une question de Sadok Chenouf. Il est clair que beaucoup de salariés vont voir diminuer leur reprise, vont probablement faire des NAO pour 2021 moins généreuses que ceux qu'elles avaient l'habitude de faire. D'une part, parce que l'inflation prévue, très probablement, en baisse, moins de participation, moins d'intéressement. Nous allons avoir un certain nombre de conséquences qui font qu'il va y avoir probablement là aussi une survalorisation des talents clés, une meilleure rémunération pour tous ceux dont l'emploi dans cette période est apparu comme essentiel pour la conduite d'activité et pour faire face finalement aux besoins. Je vois une autre question. Alors, oui, est-ce que ceux qui ont dû quitter leur poste ou ceux qui ont été, au fond, est-ce que ceux qui ont été au travail, qui sont allés dans les bureaux, ont finalement eu des conditions de travail plus difficiles que ceux qui étaient en télétravail? Là aussi, on ne peut pas répondre de façon très forte. Dans chaque entreprise, il faut aller au plus près des réalités pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de perception d'équité. Bien, est-ce que M. Ancel est là, est prêt? Oui, il nous dit qu'il est prêt. Est-ce que vous pouvez, Guillaume, ouvrir le micro? Alors, je viens d'avoir Guillaume, donc il est en train de se reconnecter là. Donc, d'accord. Excusez-nous pour ces aléas du direct, hein, comme on dit. Donc, moi, je suis en train d'essayer de. Merci Jean-Marie. Totalement ce constat, c'est-à-dire que dans beaucoup de cas, alors avec un risque au niveau de la sécurité, il semblerait que quelques pirates, au fond, les cybercriminels, peuvent avoir trouvé des opportunités dans le développement de toutes ces initiatives de travail à distance ou autres, mais pour l'instant, les risques en matière de sécurité semblent bien moindres que ce qu'a pu apporter cette créativité débridée qu'on a rencontrée, cette capacité à développer l'intelligence collective. C'est clair que dans la situation de crise, l'intelligence collective était très forte et surtout cette volonté de contribuer au bien commun. Lorsqu'on regarde la façon dont certains processus de production ont été utilisés pour satisfaire des besoins essentiels, des masques, du gel ou autre. Je pense à ce producteur de levure qui s'est aperçu que parmi les matières premières utilisées dans ces usines, il y a certaines qui pouvaient être utilisées pour les gels, et ben, ça a basculé. On le voit, ces fabricants de mode qui ont sorti des masques griffés, des grandes marques de luxe ou autres, tout ça effectivement pour les offrir, pas pour faire du chiffre, c'était offert aux hôpitaux, aux soignants ou autres. Toutes ces initiatives qui sont des initiatives, comment dirais-je, qui montrent que la capacité de créativité est forte dès lors qu'il y a une pression qui est une pression exogène, externe à l'entreprise, mais qui est renforcée par les volontés internes d'agir. Oui. Clairement, ce qui est frappant aussi, c'est que beaucoup de collaborateurs ont conquis l'autonomie pendant cette période. Ils sont devenus plus autonomes. Ils sont moins prêts à accepter d'être cantonnés à un rôle d'exécution, alors qu'ils se sentent finalement capables de faire plus, de donner davantage. Il est clair que les hiérarchies devront faire évoluer, je dirais de façon accélérée, mais ça, c'est une tendance déjà, je dirais, forte, mais qui s'est accentuée. Au fond, la crise a accéléré des évolutions qui étaient déjà très largement en germe dans les organisations les plus avancées. Je réponds à une question posée par Caroline Tillou sur le risque de désengagement des managers. Alors, c'est une
excellente question, enfin c'est une préoccupation forte pour les entreprises. Est-ce que avec le travail à distance, le management à distance, est-ce que les managers risquent de se désengager? Ce qu'on constate, c'est que la plupart des managers ont su conserver un rôle actif auprès de leurs collaborateurs qui, pour la première fois, vivaient une expérience de télétravail. Ils ont été actifs dans la mesure où ils ont pris l'habitude notamment de les joindre, pas forcément en uniquement parfois au téléphone ou autre, régulièrement, d'organiser un certain nombre de moments avec eux, et que finalement, on a eu un renforcement sous une forme différente de l'engagement, mais je crois que Galaxy est maintenant en ligne et surtout, et aussi également, notre cher collègue et président Bessadéor. Oui, bonjour à tous. Vous voyez que j'ai quand même un fond très corporate. On m'a demandé de l'avoir, donc je l'ai mis. Je te remercie, Charles. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Allez, vas-y. Tu as la parole, Charles-Henri. Ah non, 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 mais je laisse. Non, vas-y, parce qu'on est en train de récupérer, donc on a un intervenant, donc Guillaume Ancel. Et donc, ce que je te propose, c'est toi Attends, de faire le petit point que tu avais mentionné, et après, on passera à Guillaume. Donc, on va intervertir les passages. Oui, bah écoutez, alors, comment vous avez procédé? Vous avez un petit peu raconté la genèse? Vous avez Oui, on parlé a raconté la genèse de l'ouvrage, des ouvrages, oui. la coordination qu'on avait effectuée, donc tous les trois, tous les Oui. co-auteurs. On a fait quelques points. Et là, toi, donc sur tout ce que tu as pu dire sur le télétravail, sur les limites, Oui. voilà. Bah, Je te laisse alors, la parole. oui, ah bah tiens. Moi, je vais être court, hein, simplement. David m'avait effectivement contacté début avril, et notamment parce que j'ai eu la possibilité de publier un certain nombre de chroniques dans un magazine RH hebdomadaire qui s'appelle Entreprise et Carrière, pour lequel, depuis un peu plus d'un an, je suis chroniqueur régulier et mensuel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au moment du premier confinement, il y a eu une disparition quasiment totale des chroniqueurs. Alors, ça va faire sourire Jean-Marie, puisque notre ami, là, le rédacteur en chef de l'entreprise et carrière, m'a demandé quasiment d'être le chroniqueur, le seul chroniqueur. J'ai été, je crois, une ou deux fois d'ailleurs, le seul chroniqueur dans le journal. Alors, ce qui m'a paru intéressant durant cette période, et c'est vrai que les chapitres que j'ai proposés à David et à Jean-Marie dans les deux ouvrages sont un petit peu largement extraites de ces chroniques. Et ce qui m'a frappé, vous voyez, et je vais justement reprendre quelques idées, cette crise finalement, notamment au début, ce qui m'avait frappé dès le départ, c'est ces questions autour de la responsabilité. Ça a été quand même exceptionnel. Rappelez-vous les premiers mois, quand on s'est retrouvé avec ces entreprises, on était quand même dans une situation dramatique. Il n'y avait pas de masque, pas de gel, etc. Et on a vu un certain nombre de grandes structures nous proposer immédiatement des solutions en matière de gel, des solutions en matière de masques. D'ailleurs, ça n'a pas été évident parce qu'on a fabriqué des masques tissus et après on s'est rendu compte que c'était pas très, je dirais, c'était un peu difficile pour les entreprises qui avaient fait. Donc, moi, cette question de la responsabilité a été, je dirais, frappante dès le début, d'où l'idée de faire un développement là-dessus dans le chapitre. Il y a eu d'autres choses qui m'ont frappé, c'est évidemment toute la question qui s'est posée en matière de hiérarchie des emplois et de découvrir à partir de la fin mars des jobs qu'on avait complètement oubliés, qu'on ne voyait même pas d'ailleurs tout simplement. Et ce qui m'a amené à réfléchir un petit peu à cette question, et d'ailleurs qui avait été amorcée par Dominique Méda, la sociologue, fin mars, hein, en disant est-ce que nous avons les bonnes mesures de nos emplois. Et alors ce que je dis à un moment dans le chapitre, c'est qu'évidemment, les jobs à justification ou à utilité économique, ce que j'appelle utilité économique, sont les mieux payés, pendant que tous les jobs à utilité sociale sont en bas de l'échelle, ce qui est quand même un peu bizarre, parce que c'est ceux-là dont on a eu le plus besoin durant du moins cette première phase, et d'ailleurs durant les confinements. Donc c'est un petit peu autour de ces questions que j'ai voulu articuler le premier chapitre. Il y a une question aussi qui m'intéressait, c'est de voir qu'il y a
on a vu toutes ces innovations se développer dans beaucoup d'entreprises, des trucs incroyables, quoi, je veux dire. Et alors, David, tu viens de parler de la question du télétravail. Je vais quand même l'évoquer parce que c'est vrai que quand je viens de lire une tribune sur LinkedIn où on parle encore une fois de ce qu'a dit l'autre jour sur une chaîne, je crois que c'était France Info, une certaine philosophe qui parle beaucoup en ce moment, hein, mais c'est un tissu de bêtises ce que j'ai lu. Enfin, c'est absolument incroyable. Que le télétravail soit évidemment ait été découvert par pas mal d'entreprises, puisqu'on évalue à peu près à 60% le nombre d'entreprises en France qui ne faisaient pas du tout de télétravail avant cette crise. Bon, c'est une découverte, véritablement. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais de faire croire que le télétravail est l'avenir du travail, pour moi, c'est juste une grosse absurdité. Et d'entendre que de cette philosophe, jeune philosophe qui a fait beaucoup parler d'elle, de dire que c'est le renforcement de l'épanouissement psychologique ou quelque chose de similaire, enfin, c'est un peu la formule qu'elle utilise, c'est juste une grosse plaisanterie. Hein. Donc, ce que je vais être un peu positif, ce qui m'a paru très intéressant sous la forme dans ces formes d'organisation qui ont été développées, d'ailleurs à l'arrache, parce qu'encore une fois, il y avait un certain nombre d'entreprises qui ne faisaient pas cette expérience, c'est évidemment la prise d'autonomie des équipes. Ce qui est formidable. Charles-Henri, excuse-moi, peut-être. Guillaume, là, ça serait intéressant que tu répondes sur ce point-là. Charles-Henri, excuse-moi, comme ça, on va faire un petit peu. Guillaume, je sais que tu es en ligne là maintenant, tu es connecté. Il faut que tu mettes le son, Guillaume. Oui. Et l'image, si tu peux. Attends, je vais supprimer. Là, il y a le son, Guillaume. Et on a l'image qui va apparaître bientôt. Ok, donc normalement, vous devriez m'entendre. On t'entend très bien, Guillaume. On t'entend. J'ai juste coupé. Voilà, parfait. Je ne sais pas si vous avez l'image. Merci d'avoir réussi à me brancher. En fait, je m'aperçois que les fireballs de mon entreprise sont tellement efficaces que j'ai le droit de vous écouter, mais pas de causer. Donc, j'ai basculé sur un autre système pour pouvoir le faire. Pardon, je voulais, si tu permets, parce que malheureusement, je suis attendu sur d'autres réunions. Je voulais d'abord vous remercier pour la dynamique que vous créez autour de ces questions qui sont cruciales pour le fonctionnement de nos organisations. Alors, du coup, moi, ce que je voulais dire, sachant que je suis le directeur de la communication de l'Agir Carco, qui est le plus gros opérateur de retraite en France, qui représente à peu près un quart des retraites avec 80 milliards d'euros, et qui est un opérateur privé qui est piloté par les organisations syndicales et patronales, qui est piloté à l'équilibre. Donc, il y a des challenges actuellement que vous imaginez qui sont assez compliqués. On s'intéresse beaucoup à ces sujets d'organisation apprenante et d'intelligence collective, parce que vous l'avez compris aussi, on est dans une situation où il faut qu'on arrive à évoluer rapidement, tout en ayant des perspectives à pratiquement 15 ans pour assurer à nos assurés qu'on sera capable de leur servir des retraites, quelle que soit l'évolution de la situation. Alors, pour revenir au sujet du télétravail, je dois vous dire qu'on a été douché froid par le deuxième confinement. En fait, alors qu'on est très branché, on a beaucoup de correspondants au ministère de la Santé et au ministère du Travail, on savait par l'équipe de Jean Castex qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait pas un deuxième confinement général. Et ça a été une surprise terrible pour nous quand la décision a été prise, parce qu'on s'était préparé à beaucoup de choses, à des évolutions, à faire plus de télétravail, à diminuer les déplacements, mais pas à ce qu'on se prenne un deuxième confinement généralisé, même s'il est réputé être un peu plus ouvert. Ça a été vraiment un choc pour nos collaborateurs et un sentiment de lassitude, alors que par ailleurs, ils avaient acquis beaucoup d'expérience lors du premier confinement, mais ça a été, je dirais, largement contrebalancé par ce sentiment de frustration autour d'eux. On a fait tout ça lors du premier confinement et on est obligé d'y revenir. Voilà. Donc, on est loin de l'épanouissement qui était mentionné par la philosophe dont parlait Charles-Henri. Non, là, je pense que c'est un peu éloigné, effectivement, de la réalité. Le deuxième, je dirais, la deuxième question qu'on a actuellement, que tu as évoquée d'ailleurs un peu, David, dans ton intervention, c'est que on a observé des lacunes très importantes sur tous ces échanges qu'on dit informels. C'est-à-dire qu'en fait, si je le traduis dans la réalité, nous on utilise Teams, tout ce qui est hors réunion n'est plus traité en termes collectifs.
Et du coup, toute cette intelligence collective de notre entreprise, qui repose essentiellement sur ce qu'on dit en dehors des moments formels, sur les impressions, sur les sentiments, sur les points d'attention qui sont portés entre deux portes, c'est évident qu'on ne va pas prendre un rendez-vous sur Teams pour dire à quelqu'un, tiens, ça m'a interrogé ce que tu as dit à l'instant, est-ce que tu le connectes avec tel autre sujet? Donc, on a sur cet aspect des échanges informels des lacunes qui sont considérables et dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de les compenser en partie. Ce n'est pas seulement le syndrome de la machine à café, hein, c'est vraiment tout ce qui n'est pas dans une réunion formalisée, où est-ce qu'on peut l'exprimer? Alors, on a essayé plein de choses, on a fait des cafés Teams, on essaye de discuter à plusieurs sur des sujets annexes pour pouvoir recauser d'eux, mais en fait, ça nous met dans une situation très complexe et je dirais qu'elle est d'autant plus dure sur certains sujets. Tu l'as dit tout à l'heure, le sujet, je dirais le domaine dans lequel le tout télétravail nous met en grande difficulté, c'est le build, ce sont les projets. Là, sur les projets, on a un besoin de concertation non formalisée, en fait. On a besoin d'échanges, on a besoin de ressentir la manière dont les gens appréhendent un projet en construction qui n'y est pas actuellement. Et du coup, là, sur ces sujets-là, on est vraiment en difficulté. Et nous, on est pour moitié notre activité des développeurs de nouveaux services et de nouveaux systèmes d'information. Donc là, sur ce sujet, on est vraiment mal. On pense qu'on a perdu entre 30 et 40% de notre capacité à mener des projets à temps, hein, parce qu'à temps, derrière, pour nous, c'est des millions d'euros. Il y a une forme d'épuisement digital. Je pense que tout le monde l'a connu, de passer une journée derrière son écran, à enchaîner rendez-vous sur rendez-vous. Ça demande une attention avec des sens qui ne sont pas toujours ceux qui étaient mis en activité quand on se retrouve, et on a l'impression de ne pas pouvoir souffler entre. Donc, je vois le soir, ou plutôt j'entends des collaborateurs me dire, on est juste épuisé d'avoir enchaîné 6, 7, 8 réunions sur Teams, webconférences, entretiens téléphoniques. Voilà. Je pense qu'il y a une question sur l'équilibre aussi de ce système qui est à trouver parce que finalement, on n'en avait pas l'expérience. Mais si je voulais prendre un exemple vraiment emblématique de ce que le télétravail peut foutre en l'air, c'est l'intégration de nouveaux collaborateurs. Il se trouve que nous, on vient d'intégrer dans notre équipe quelqu'un sur un sujet assez sensible, hein, et qui est très digital, puisque c'est le management des réseaux sociaux. Donc, on s'est dit, il va facilement y arriver. En fait, on constate qu'on n'arrive pas à l'acculturer à l'entreprise à distance. Parce que derrière une acculturation, ce n'est pas juste des présentations, ce n'est pas des cours tels qu'ils sont prévus. On a un processus d'intégration qui est classique. Ce qui lui manque, c'est cette multitude de contacts et de répétitions qui lui permettent de s'accorder avec l'entreprise qu'au fond, il ne connaît pas. Et nous, on a une culture de 70 ans d'entreprise. Donc, il est en déconnexion, il est en décorrélation avec nous sur mais c'est quoi la culture de l'Agir Carco? Il vient d'un monde complètement extérieur, qui est sur une entreprise digitale avant, et on voit que sur cette question-là, on a absolument besoin qu'il passe du temps physique. C'est vraiment là, c'est la relation presque sociale qui prime avec les autres pour comprendre et pour arriver à s'intégrer dans cette culture très particulière. C'est pour ça que je dirais, à la lecture du livre sur les différentes expériences qui ont été vécues, puis vos différentes interventions, moi, je pousse un cri d'alarme. Hein. Le tout distanciel est une fiction. Elle est très dangereuse. Et par contre, il nous appartient à nous de construire de nouveaux équilibres dans ce qui se passera après, entre distanciel et présentiel, des équilibres capables d'évoluer et de s'adapter à toutes les situations, parce que ce sera sans doute des équilibres très dynamiques. Mais surtout, ne restons pas et ne laissons pas croire à nos décideurs politiques qu'on peut continuer à télétravailler 5 jours sur 5. Pour moi, c'est une fiction dangereuse, au même titre que si, après cet épisode de confinement sanitaire, on disait, alors là, franchement, le distanciel, on n'entend plus parler, on est d'accord, hein, tout le monde revient en présentiel et puis on fait comme le siècle d'avant. Voilà, on a une question d'équilibre à trouver, et je dirais, ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on est face à des décideurs qui n'ont pas assez d'expérience en management pour comprendre les dégâts que commettent à terme le fait de vouloir se mettre en toute une formule et pas dans un équilibre entre les deux. Merci beaucoup. David, je peux très rapidement… Merci Guillaume, excuse-moi, mais je trouvais que c'était en lien aussi avec tes propos. Et je sais que Guillaume a une contrainte. Et merci beaucoup Guillaume d'avoir été présent ce matin.
et surtout pour tout le travail de formalisation que tu as fait dans le cadre des ouvrages. Donc, merci beaucoup. Charles-Henri. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire Guillaume, je ne peux qu'adhérer. Il y a un mois, dans les Échos, là, il y a une journaliste qui m'avait interrogé et j'ai adoré le titre qu'elle a pris parce que c'était une des phrases que j'avais dit. Sans refonte du management, ce n'est pas du télétravail, c'est du contrôle à distance. Donc, faire croire que le télétravail, je veux dire, ce n'est juste qu'une question d'organisation et que, évidemment, les outils. Je te rappelle que, David, il y a une vingtaine d'années, j'avais déjà une chaire sur le nomadisme et les outils nomades. Et en fait, la première chose que j'ai regardée, c'est les relations manager-manager. Et évidemment, tous les outils nomades ont fait changer cette relation. Or, à l'époque, BlackBerry ne se préoccupait absolument pas des changements. Et puis, dans la tribune, la dernière chronique là, que j'ai sortie lundi, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je l'ai intitulé sur le télétravail, c'était le deuxième sur le télétravail, c'est la revanche de la relation humaine. Parce qu'en ce moment, et même il y avait l'étude, Jean-Marie, tu le sais, de la chaire là, de l'ESSEC sur les jeunes télétravailleurs qui voulaient, à l'issue du premier confinement, revenir en masse. Et l'une des raisons, c'était justement l'effet de socialisation. Tu vois ce que je veux dire? On fait croire à tout le monde que le télétravail, c'est formidable, comme cette jeune philosophe qui m'exaspère de plus en plus. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que la situation de télétravail, c'est la plus inégalitaire qu'on trouve. Hein. La jeune philosophe a un superbe appartement dans le 16e, ça c'est très bien. Hein. Simplement, je propose, j'allais dire, dans la réponse sur le post LinkedIn qu'a mis Goethe tout à l'heure, je propose de lui faire un stage de 3 mois dans un petit 2-3 pièces avec 3 gosses. Et on verra si c'est la même chose. Non, mais arrêtons de faire croire que le télétravail soit la… Je ne savais pas qu'HEC, vous étiez passé dans des postures quasi marxistes. Hein, donc non, mais attends, je suis plaisir de voir cette dimension derrière. Sociale. Excuse-moi, c'est pour t'embêter un petit peu. Mais je comprends aisément ta remarque. Non, la seule chose, évidemment, je dis à la fin de la chronique, le télétravail est quand même une source de progrès, aussi bien pour les individus que pour la planète, parce que c'est ce que j'avais noté il y a à peu près une quinzaine d'années dans cette chaire, c'est évidemment que dès lors qu'on est en situation de nomadisme, on a la possibilité d'effectuer moins de trajets, etc. Donc ça, c'est formidable. Mais de croire que c'est la formule de demain, c'est juste pour moi une grosse plaisanterie. Maintenant, il faut que chaque entreprise trouve son équilibre et selon les métiers. Et puis n'oublie pas, David, qu'il y a de plus en plus de problèmes d'équité entre les salariés. Hein. Il y a tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler commencent à se plaindre. J'avais un petit webinaire hier soir avec, il y avait la personne de la CFDT qui a négocié le télétravail, qui était en webinaire et qui disait très concrètement qu'il y avait de plus en plus de situations d'entreprise où les personnes je dirais, de première ligne, où les personnes dont le travail n'est pas télétravaillable commençaient à se plaindre de plus en plus. Il va falloir gérer ce problème d'équité aussi. Donc voilà, j'ai fait un peu mon coup de gueule. Mais… Alors, peut-être il est 13h17, donc on va peut-être conclure un peu sur ce temps, Serge. Nous avons vécu, je pense que le plafond de verre a été brisé, hein, du travailler autrement. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des moi j'ai toujours, il y a des organisations, il y a du management et des pratiques à inventer. Ayons ce temps, prenons le temps, de l'expérimentation, effectivement, pour ne pas tomber dans du tout présentiel, tout distanciel, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est le travail que nous, on engage aujourd'hui sur comment travailler en mode hybride, en orga, j'ai bien dit orga, management et pratique. Qu'est-ce que ça va dire sur le management ? J'invite toutes les entreprises qui sont présentes ici, je sais qu'il y en a nombreuses, hein, les entreprises qui sont présentes ici, qui ont déjà participé aux 2 premiers ouvrages, le troisième est ouvert. Le troisième est ouvert sur le sujet des organisations hybrides et du management distanciel, on va l'appeler comme ça. Après, la terminologie n'est pas complètement fixée. Pour effectivement décrire des modalités opérantes et surtout avoir des retours d'expérience sur ça. Guillaume en a parlé tout à l'heure. Intégration de manière très concrète, intégration des nouveaux collaborateurs, très compliqué aujourd'hui dans un certain nombre d'organisations. Alors je sais, on trouvera toujours le cas où ça a marché, mais entre le cas où ça a marché, c'est le trend. Donc ça a brisé un plafond de verre, ça nous amène à nous interroger sur d'autres formats d'organisation et de management. Je pense aussi que ça va être une occasion de réfléchir sur la fonction de management. Alors, Serge, tu as bien mentionné tout à l'heure, et Jean-Marie également, la liberté, l'autonomie qu'on laisse.
Vous savez, tout le travail que nous, on fait dans le cadre de la chaire innovation managériale et dans les nouveaux modèles, je vais te laisser la parole, je termine ma phrase, Serge, je vois que tu lèves la main, c'est de dire aujourd'hui dans les pratiques d'innovation managériale, c'est quelle est l'autonomie qu'on laisse aux acteurs. Quelle est l'autonomie qu'on laisse aux acteurs sur le terrain. Le monde hospitalier a montré qu'il avait pris son autonomie sur un certain nombre de sujets pour fonctionner. Donc aujourd'hui, ça nous interroge aussi, sans tomber dans des postures un peu dogmatiques, dirais-je, on va migrer vers l'autogestion. Mais aujourd'hui, ça pose quand même la question de quelles sont les marges de manœuvre qu'on va laisser, quelle est l'unité de base qu'on va avoir, quelles sont les logiques de subsidiarité qu'on va avoir et comment le management va se positionner par rapport à cela. Voilà. François Dupuis récemment a publié « On ne manage pas par décret », je crois, quelque chose comme ça. Non, les entreprises, on ne change pas les entreprises par décret. Voilà, on ne change pas les entreprises par décret, je crois que ça résume. On ne construit pas le travail de demain par décret ou par posture dogmatique, quelle qu'elle soit. Donc, je pense que nous avons tout un travail à réaliser ensemble sur ce point-là. Je salue Alain et Camille aussi, qui est avec nous, qui a participé aux ouvrages aussi. Et puis, alors, je voudrais oublier personne. Hein, donc, merci Alain de ta présence parmi nous aujourd'hui et de ta prose et de ce que tu as produit dans le cadre des ouvrages. Donc, merci à toi. Voilà un tout petit peu. Donc, Serge, donc, on donne rendez-vous pour le prochain livre, c'est ça, Serge? Ben là, je suis tout à fait preneur et en plus, tu as donné tellement d'atouts à ce livre que… Et puis, comme on ne change pas une équipe qui gagne, donc les trois des coordinateurs ici. Voilà, et merci à Jean-Marie, merci à Charles-Henri, merci à Guillaume Moncel aussi. Et à la fin, on enregistre donc cet échange. Et à la fin, voilà, je voulais présenter les quelques slides, c'est-à-dire rappeler le nom des auteurs. Et ça sera bien entendu, et des contributeurs, ça sera bien entendu à la fin de cet enregistrement. Et mes camarades vont faire défiler quand même les quatre, alors là, je crois que j'ai fait une bêtise, je ne sais pas laquelle, mais j'en ai fait une, voilà. Ils vont faire défiler les différents contributeurs qu'on ne peut pas citer tous, mais on veut absolument qu'ils soient présents dans cet échange parce que c'est aussi grâce à eux que ces livres ont pu sortir et si rapidement. Je te laisse la parole maintenant, David, pour vraiment dire au revoir à nos camarades. Donc, comme on dit en Bretagne, bon vent, hein, donc ça ne veut pas dire qu'on veut se débarrasser de vous, ça veut dire prenez bien le vent, pour effectivement aller dans ce travail-là et non seulement donc, et puis participer à tous les travaux qu'on a pu faire, si ça vous dit, donc de formalisation de ce savoir pour traiter un problème à la fois complexe et qui va prendre du temps et beaucoup d'ajustements. Et donc, du coup, et ça ne se fait pas par décret, ça se fait par expérimentation et récit de l'expérimentation. C'est ce que l'on essaye de faire. Et un grand merci à vous tous de vous être connectés à l'heure du déjeuner.